Merci de nous suivre, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue au 13h. Passation de service entre le Premier ministre sortant Cheikh Modibo Diarra et le Premier ministre entrant Django Sissoko. C'était hier à la primature suite à la démission de Cheikh Modibo Diarra et c'était en présence de l'ensemble du personnel. Mahamadou Doumbia y était également son reportage. 72 heures après sa démission, le Premier ministre sortant, Cheikh Modibo Diarra, a rendu le témoin au Premier ministre rentrant Django Sissoko. Cette cérémonie s'est déroulée en deux phases. Une première dans les bureaux, hors caméra et sans micro, et une seconde devant l'ensemble du personnel de la primature. Elle aura marqué les esprits par sa solennité, l'émotion et l'humilité. Vous avez servi votre pays à mes côtés. Vous m'avez soutenu. Seul Dieu ne se trompe pas. Et je ne suis pas un Dieu, j'ai dû me tromper. Et si ces erreurs que j'ai commises ont causé des torts à certains d'entre vous, qu'ils m'excusent définitivement, ça n'a jamais été fait exprès. Les missions n'ont pas changé, elles sont toujours les mêmes. Il s'agit de libérer le pays, de recouvrer l'intégrité de notre pays, de conserver sa laïcité. Il s'agit en fait d'organiser des élections crédibles et transparentes. Même après son départ, Cheikh Modibo Diarra se dit toujours prêt à collaborer, à travailler pour l'intérêt de notre pays. Pour ce qui me concerne, avant d'être Premier ministre du Mali, j'ai travaillé tant que je pouvais pour mon pays. Et en n'étant plus Premier ministre dans une minute où la passation est déjà faite, je continuerai de travailler pour mon pays avec les mêmes efforts et la même détermination. Message reçu 5 sur 5 pour la simple raison que les deux personnalités gardent toujours le sens de la continuité, car seul compte d'abord le Mali. Il faut que nous nous rassemblions. Il faut que nous regardions dans la même direction lorsqu'il s'agit de l'intérêt du pays. Si nous sommes unis, rassemblés, animés par les mêmes convictions, je suis sûr que nous relèverons très rapidement les défis auxquels notre pays est confronté aujourd'hui. Tout en souhaitant bonne chance à Cheikh Modibo Diarra, le Premier ministre Django Sissoko lui a rappelé toute sa disponibilité et que l'administration malienne reste toujours la sienne. Je souhaite simplement que chacun de vous, comme il l'a toujours fait, continue à servir loyalement, non pas le Premier ministre, mais le pays. Cette cérémonie de passation s'est terminée par des bénédictions, des séances photos de souvenirs, comme pour dire que la vie continue et on reste toujours ensemble. 1007 milliards de francs CFA, c'est le projet de budget national de la loi des finances pour 2013. Compte tenu de la situation du pays, ce budget connaît un recul de 54 milliards de francs CFA. Le président de la Commission des finances de l'économie, du plan et de la promotion du secteur privé nous explique dans ce reportage de Garibou Pirou. L'Assemblée nationale a déjà finalisé le projet budgétaire national de loi des finances 2013. Ce projet budgétaire, qui n'attend que la plénière pour être validé et officialisé, prévoit en dépenses 1007 milliards de francs CFA, 953 milliards en recettes. Outre les services qui sont à la base de la prévision budgétaire, l'Assemblée nationale a écouté d'autres départements dans le contexte de la situation actuelle du pays. Le projet de loi finances 2013 ont été faites et même terminées à date. Depuis une semaine maintenant, nous avons fini toutes les écoutes et elles ont duré 3 semaines. Nous avons écouté tous les services d'assiette des départements, exceptionnellement cette fois, département de la défense, de la sécurité, de l'intérieur, de la décentralisation. En termes de projet, on sait qu'on a un budget de 1007 milliards. En dépenses, c'est le plus grand nombre, et de 954 milliards en recettes. Donc nous allons vers un déficit de 53 milliards. En termes d'amendement, l'Assemblée nationale a fait plusieurs propositions sur le projet budgétaire de loi des finances 2013. Ces propositions d'amendement ont été approuvées sans débat par les différents départements ministériels. Les écoutes nous ont amenés
a proposé des amendements. Nous avons 17 propositions d'amendements. Autant la loi fait l'objet d'un vote, autant les amendements font l'objet d'un vote. D'ailleurs, je peux dire, on n'a pas fait le débat, mais ces amendements ont été suffisamment partagés avec les ministères responsables du budget, notamment le ministère de l'économie et des finances. À l'issue des travaux d'une session budgétaire relative au projet de loi des finances, l'Assemblée nationale a noté, contrairement aux années précédentes, des reculs budgétaires. Notre budget, il faut dire qu'il a pris un grand recul. Nous étions en 2012 à 1400 milliards. Le rapport final du projet budgétaire national 2013 reste donc sur la table de l'Assemblée nationale qui attend maintenant la plénière pour le valider. Vous l'avez sans doute remarqué, les mairies étaient fermées hier. Les agents des municipalités du district de Bamako, à l'appel de leur syndicat section syndicale, observent depuis hier une grève de 48 heures. Motif évoqué, solidarité à l'endroit de 3 de leurs collègues sanctionnés par le maire du district. Le mot d'ordre semblait largement suivi dans les 6 mairies du district de Bamako, où est allé voir Nando Dambélé. Les cours et les bureaux des mairies à Bamako ont perdu leur ambiance habituelle ce jeudi pour raison de grève. Selon le secrétaire général de la section syndicale des municipalités du district de Bamako, les responsables municipaux du district font entrave à la liberté syndicale. C'est lors de l'affichage des slogans de l'Assemblée générale que des camarades ont été sanctionnés par le maire du district. Et après plusieurs tentatives, on lui a dit de lever ces sanctions. Il ne l'a pas fait, et raison pour laquelle on lui a adressé une lettre pour lui dire que si jamais il ne lève pas, on va être obligé d'aller en grève. À notre passage dans les mairies, seuls les élus et les secrétaires généraux étaient en place. Partout, c'était des chaises vides, des ordinateurs éteints et des cours désertes. En ce qui nous concerne, si les agents de la mairie de la commune 3 des autres communes sont allés en grève, je crois que c'est par solidarité par rapport aux agents du district de Bamako qui ont décidé d'aller en grève. Le maire les avait soumis d'enlever ces affiches. Et les personnes intéressées qui sont des agents du district ont refusé d'obtempérer. Donc le maire aussi a pris des sanctions de mise à pied contre ces 2 agents. À l'absence du maire du district, aucun témoignage n'a pu être recueilli à ce sujet. La commune rurale de Djidjeni, dans la région de Koulikoro, à environ 160 km de Bamako, dispose désormais d'un complexe d'élevage. L'infrastructure vient d'être inaugurée officiellement. Elle a coûté plus de 43 millions de francs CFA à l'ONG nationale Initiative Conseil Développement et son partenaire vétérinaire Santé Frontières Belgique. L'envoyé spécial de l'ORTM à Djidjeni était Adama Kodjo. Les éleveurs et commerçants de bétail de la commune rurale de Djidjeni peuvent pousser un ouf de soulagement. L'ONG nationale Initiative Conseil Développement vient de mettre officiellement à leur disposition un complexe d'élevage. L'infrastructure est essentiellement composée d'un parc agro-bétail, d'une rampe avec quai d'embarquement, d'un couloir de vaccination et d'un forage. Djidjeni se trouve sur l'axe de Bamako-Dakar et sur l'axe de Bamako-Mauritanie. Donc c'est à peu près un carrefour et il y a un potentiel animalier dans cette zone qui est inestimable. Avant la création des marchés, les activités étaient menées dehors. On avait sérieusement des problèmes. On avait les pertes d'animaux. Avec la construction du marché, tous les animaux qui viennent rentrent. Les bergers sont à l'aise. D'une valeur de plus de 43 millions de francs CFA, le complexe a été financé par Vétérinaires sans frontières Belgique. Après avoir concerté toutes les parties prenantes au sous-secteur élevage de la commune, il fut tout d'abord décidé de travailler à renforcer les services à l'élevage en appuyant le vétérinaire privé de Djidjeni. Depuis la réception provisoire du complexe en mai 2012, et jusqu'en fin novembre, soit 6 mois, il y a été vendu près de 9 900 bovins à un prix moyen de 150 000 francs par tête, soit un flux financier de 1 500 000 francs CFA pour la commune. La réalisation de ce complexe s'inscrit dans le cadre des activités du projet de développement de l'élevage dans la région de Koulikoro et dans le cercle de Kita.
Hors du Mali, direction le Gabon, les autorités gabonaises à la trousse des commerçants pour lutter contre la hausse des prix. Le gouvernement gabonais a pris un certain nombre de mesures, notamment la suspension de la TVA et des droits de douane pendant 4 mois sur une soixantaine de produits de première nécessité. Mais pour y parvenir, le contrôle des prix dans les marchés s'avère être la solution, même si cela va coûter 11 milliards de francs CFA à l'État. La chasse aux tricheurs. C'est la spécialité de Marie-Hermine. Tous les jours, au grand marché de Libreville, cette inspectrice de la DGCC va d'étal en étal vérifier les étiquettes. Sa mission ? S'assurer que les baisses de prix voulues par le gouvernement sont bien respectées. Il faut toujours être là sur le terrain, continuer à surveiller. Parce qu'une fois qu'on laisse le bémol, ce qui est sûr, c'est que nous sommes des êtres humains. On ne sait pas ce qui va se passer. Pour enrayer l'envolée des prix, le gouvernement gabonais a pris des mesures. Pendant 4 mois, la TVA et les droits de douane sont suspendus sur une soixantaine de produits de première nécessité. Un manque à gagner de 11 milliards CFA pour l'État. En retour, il veut des résultats. L'État perd 11 milliards, mais ce n'est pas 11 milliards jetés à la poubelle. C'est 11 milliards qui sont censés aller dans le pouvoir d'achat du consommateur. Depuis 3 mois donc, produits laitiers, viande, poissons, fruits et légumes auraient dû baisser. Pas si sûr si l'on en croit les clients. La mesure laisse sceptique. Je ne peux plus manger les crabes ou les crevettes. Tout est cher. Alors le président a dit de diminuer les prix. Ces femmes-là n'ont pas encore diminué les prix. On ne sait pas pourquoi. À en croire les commerçants, ce sont les fournisseurs qui ne jouent pas le jeu. C'est pas moi qui vends cher, moi aussi je paye cher. Chez le Libanais, un carton de cuisses de poulet qu'on achetait 7 500, maintenant c'est à 10 500. Mais quand il y a les autorités, ils disent non, c'est 7 500, 8 000 autos. Mais dès qu'ils tournent le dos, les prix augmentent. Certains douaniers véreux contourneraient aussi la directive en continuant à percevoir des taxes. Dans toutes les boutiques, grossistes et petits commerçants ont été priés d'afficher les prix. Un numéro vert a été mis en place pour dénoncer les contrevenants. Actualité africaine toujours, nous parlons de la visite du président ghanéen au Nigeria. L'enquête judiciaire sur l'assassinat de Patrice Lumumba, on se rappelle, c'était en 1961. Première escale, la Somalie, où les soldats se réjouissent d'avoir repris la ville de Joa, située à 90 km de Mogadiscio. Des soldats somaliens appuyés par les troupes de l'Union africaine crient victoire. Ils célèbrent la prise de Jowhar, une ville située à 90 km de Mogadiscio, une ville qui était sous le contrôle des Chebab, les milices islamistes, jusqu'au week-end dernier. Tous les Chebab ont été défaits. Ils sont en train de fuir. Nous continuerons à les combattre jusqu'à la libération totale de notre pays. L'Union africaine affirme que son objectif est la reconquête du territoire somalien, village après village. Prendre une ville comme Jowhar, c'est gagner une bataille. Mais la plus grande des batailles est celle de l'esprit et des cœurs. Car quand les gens sont avec vous, la guerre est finie. Selon la MISOM, prendre une ville ou un village somalien, c'est libérer les populations du joug des milices islamistes. À peine élu, le président ghanéen en visite chez le voisin nigérian, en route vers la Guinée équatoriale. Pour un sommet entre l'Union européenne et les ACP pour Afrique, Caraïbes, Pacifique, John Dramani Mahama est allé mercredi à la rencontre de Goodluck Jonathan. C'est le premier pays que je visite après ma réélection. Il s'agit de renforcer les relations qui unissent nos deux pays. Parmi les questions évoquées, la panne qui affecte un pipeline ouest-africain dont Accra dépend pour son alimentation en gaz. Certains acteurs belges de l'époque. En novembre 2010, le gouvernement belge s'était solennellement excusé. Dans les événements qui ont conduit
à la mort de Patrice Lumumba. La Belgique va plus loin aujourd'hui avec l'annonce d'une enquête judiciaire. Le parquet fédéral de Bruxelles autorise les tribunaux du royaume à poursuivre les personnes soupçonnées d'avoir participé à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba en 1961. Les enfants du premier ministre de la République démocratique du Congo et premier martyr des indépendances sont à l'origine de la plainte. 50 ans après les faits, ils cherchent à savoir qui et pourquoi leur père a été démis, humilié et tué 6 mois seulement après sa prise de fonction. Musique à présent, la chanteuse béninoise Zeynab participe au festival Cotonou Couleur Jazz, une occasion pour elle de partager son expérience avec les jeunes élèves en musique. Pour rappel, Zeynab est née en Côte d'Ivoire. Zeynab est l'une des grandes voix du Bénin. Il était normal qu'elle participe à la première édition du festival Cotonou Couleur Jazz. 10 ans de carrière, 3 albums pour cette jolie chanteuse qui aime le contact avec le public. C'est toujours important pour moi de monter sur scène parce que je viens m'exprimer, je viens faire quelque chose, voilà, c'est mon boulot et puis il faut que je sois au point. Donc voilà, il y a toujours ce petit stress là qui est là. Et puis la joie de monter sur scène à chaque fois parce que j'aime chanter, j'aime ce que je fais. Mais ce que Zeynab aime surtout, ce sont les rencontres, comme ici avec l'artiste ougandais Geoffrey Oryema. Moi je m'appelle Zeynab. Vous êtes un artiste de talent et je pense que c'est la raison pour laquelle vous êtes là. Nous, on est heureux de partager la scène avec vous. Hein. Née en Côte d'Ivoire, Zeynab est au Bénin depuis l'âge de 17 ans. Elle baigne dans la musique, enchaîne les concours, travaille pour faire carrière dans la chanson. Effort récompensé, une nomination au Cora et une reconnaissance qu'elle ne garde pas pour elle. C'est une femme de cœur, déjà ambassadrice de l'UNICEF, elle reste très proche des enfants. C'est dans la seule école de musique du Bénin que nous la retrouvons. Ok, c'est génial. Donc vous apprenez à faire la musique, à enregistrer les chœurs et tout ça. Zeynab aime partager son expérience. Sur une chanson composée par les élèves, elle posera sa voix 3 fois avec des tonalités différentes. Le résultat est là, les élèves en restent bouche bée devant leur idole. Avec Zeynab, on a beaucoup d'inspiration, on a envie de faire de la musique. Parce qu'elle chante juste. J'aime son feeling. J'aime aussi la manière dont elle aide les enfants, tout. J'aime bien. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est de continuer à travailler. Il faut travailler à chaque fois. Il n'y a rien qui s'obtient facilement. C'est que le travail qui paye. Ça, cette phrase-là reste vraie à jamais. Les encouragements et les conseils de Zeynab sont bienvenus pour tous ces élèves de l'école de musique qui travaillent avec du matériel parfois désuet et qui se lancent dans des métiers artistiques encore mal compris. La visite de Zeynab à l'école de musique restera sans aucun doute gravée dans la mémoire des enfants. Après la musique, le sport, le Brésil fin prêt pour accueillir la Coupe des Confédérations en juin 2013 et la Coupe du Monde de 2014, 2 événements d'envergure que le pays s'apprête à abriter avec un investissement de plus de 14 milliards de dollars. Des inquiétudes planent cependant pour les routes et les aéroports. Coup après coup, les stades brésiliens sortent de terre. Celui de Fortaleza, dans le nord-est du pays, sera le premier inauguré dimanche par la présidente Dilma Rousseff. Tous les stades doivent être prêts pour le mondial de football en 2014 et pour la Coupe des Confédérations dès juin 2013. Une coupe qui servira de test dans 6 des 12 villes concernées par le mondial. Le stade de Fortaleza sera prêt 120 jours avant la date limite pour sa livraison. C'est tout à fait inhabituel au Brésil. Les projets d'infrastructures publiques sont toujours en retard, jamais dans les délais. Le Brésil a surtout mis un coup d'accélérateur après les vives critiques du secrétaire général de la FIFA en mars dernier. En tout, le pays déboursera près de 14 milliards de dollars pour que la fête soit belle.
Pour le stade de Recife, par exemple, nous avons augmenté le nombre d'ouvriers. Ils sont 4500 aujourd'hui. Les livraisons de matériel ont été accélérées. Nous avons aussi utilisé de nouvelles technologies pour la pose du toit. Au milieu de ce concert de louanges résonne toutefois une réelle inquiétude. Les stades seront peut-être prêts, mais pas les routes entre les villes qui reçoivent le mondial, ni sans doute les aéroports qui restent sous-dimensionnés et mal organisés. Le mondial va pourtant attirer 3 millions de Brésiliens et un demi-million de touristes étrangers. Pour le moment, les autorités du pays ne veulent penser qu'à la manne financière qu'il représente. La Coupe du Monde offre l'opportunité au Brésil de faire parler de lui partout dans le monde. De nombreux pays n'auront jamais cette possibilité. Mais il faudra pouvoir loger ces fans de football. L'une des villes hôtes, par exemple, ne dispose que de 17 000 chambres d'hôtel, alors que son stade compte 45 000 places. On espère bien que tout rentrera dans l'ordre d'ici la tenue des 2 événements. Et c'est la fin de cette édition. À 18h et 20h, vous retrouverez Amara Malé Diallo. Merci de rester sur le thème et surtout de cœur avec nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Merci et bonne suite de programme.